Lights, camera. Bonjour à tous et bienvenue à On Jase de film, un podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en cinéma. On passe en revue 3 de ses coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Mon nom est Guy Saint-Cyr et aujourd'hui mon invité est l'historienne Evelyne Ferron. Bonjour Evelyne. Bonjour! Comment vas-tu? Ça va bien! Dans les circonstances, on même très bien. Oui. Oui. Parfait. Evelyne, jusqu'à tout récemment, on pouvait suivre vos décrypteurs, mais à Radio-Canada, t'es beaucoup affilié à Radio-Canada quand je regarde ta liste, là, ton CV. Ouais. Médiatiquement, oui. Médiatiquement, oui. Mais t'enseignes aussi au cégep, donc ça, on peut t'entendre à Dessine-moi un dimanche. Ouais. Tu fais L'incroyable histoire, qui est une balado sur audio de Radio-Canada aussi. Oui. Je m'en vais je retourne avec Stéphane Bureau cet été, bien entendu aussi. Donc, l'été, je suis en double. Où je fais plus le côté décortiquer des mystères archéologiques. Donc, c'est le mercredi. Mais ouais, je suis aussi avec Stéphane Bureau cet été. Voilà. Et on me voit en reprise à TV5, à Historia avec Michel Barrette. Là. Je suis en reprise partout présent. Excellent. Avant qu'on entre dans ta liste, dis-moi comment le cinéma est rentré dans ta vie. C'est quoi les premiers films qui ont eu un impact sur toi? Ben, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains. Bon, moi, je suis née en 81, OK? Donc, oui. Mes premières expériences de cinéma, c'était une grosse époque pour Disney, qui remasterisait d'ailleurs des vieux classiques. Et mon premier film au cinéma, mes parents m'ont amené voir Blanche-Neige remasterisée. Moi, je suis native de Yamachiche, donc c'était à Trois-Rivières. Et j'étais fascinée. J'avais de voir ça sur grand écran pour moi, avec les chants aussi. Tu sais, dans Blanche-Neige, elle chante avec une voix très aiguë, en français ou en anglais, peu importe. Mais j'ai un souvenir très précis de ma mère qui s'est endormie après probablement les 3 premières minutes et qui a dormi tout le film. Puis je comprenais pas pourquoi, mais il faut dire qu'à l'époque, j'avais un jeune frère très petit aussi. Donc ma mère, ça a comme été le premier moment où enfin les lumières se tamisaient puis elle avait rien à faire. Mais tu sais, j'ai le souvenir de moi être tellement émerveillée, de dire maman, puis de la voir quasiment la bouche ouverte avec la bave en train de dormir parce qu'elle avait un moment de répit. Fait que voilà, ça c'est un premier. Mon deuxième, c'était Fievel. Oui, oui. Ouais. Ça, j'ai un souvenir très précis aussi avec mes amis d'école. Au primaire, on est allé voir Fievel. Puis j'avais vraiment trippé. On en avait peut-être parlé, toi et moi, mais c'est sûr, quand tu le revois adulte, tu réalises que c'est étrange, ouais. Mais c'est que ça aborde des thématiques très adultes dans un film pour enfants. Mais tu sais, ça aborde entre autres l'immigration, ça aborde des questions de... Le racisme. Le racisme, aussi le bolchevisme qui a pris naissance en Russie. Parce que c'est une famille russe qui fuit une famille de souris qui fuit le communisme des chats. Oui, c'est les chats, les méchants. Oui. Les chats sont les communistes, mais les chats sont aussi les capitalistes. Donc, les chats sont les méchants, point barre. Avec sa sœur qui devient danseuse de cabaret, avec, tu sais, c'est cette espèce de déchéance totale. Là. Ils vont en Amérique pour vivre le rêve américain. Se rendre compte que c'est de la foutaise, finalement, tout ce rêve. Ah, mais tu sais, dans les années 80, il faut dire que quand tu regardes tous les dessins animés japonais qu'on a eus à la télévision et tout ça, tu sais, on avait des thématiques qui étaient très dramatiques. Moi, je suis partie de cette génération qui a eu, tu sais, je veux dire, moi, là, parle-moi pas d'Ochi, ça m'a traumatisé tellement c'était sombre. Rémi sans famille, à un moment donné, je voulais mourir en écoutant ça tellement je trouvais ça triste. T'sais, on a eu des dessins animés qui étaient quand même très, très lourds. Mais on a eu aussi Les Tortues Ninja, qui est mon 3e film à vie, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque parce qu'avec les costumes et tout ça, puis avec Splinter, et Aura, et je t'avoue que c'est un coup de cœur de mon enfance. J'ai un souvenir très magique des Tortues Ninja, le premier au cinéma. Donc, je suis une enfant des années 80. Je suis que vous compreniez bien. Voilà. Et si justement on entre dans ta liste, le premier film duquel j'aimerais parler avec toi, c'est The English Patient d'Anthony Minghella avec Ralph Fiennes, Kristen Scott Thomas, Naveen Andrews, Juliette Binoche. Qu'est-ce qui te marque dans ce film-là? Tout. J'ai lu le roman, mais le film, c'est une des rares fois où le film dépasse le roman parce que le roman est dur à...
conceptualisé, de l'avoir mis en image comme ça, il y a quelque chose de fabuleux, mais il y a beaucoup de choses pour moi dans le passé anglais. Il faut dire que j'avais découvert le film avant de commencer mes études en histoire ancienne et tout ça, de me lancer même dans l'histoire égyptienne. Tu sais, j'étais dans le processus, mais c'était pas fait. Mais c'est le désert. Ouais, Quand je suis allée moi-même dans le désert égyptien, on dirait que j'étais dans le passé anglais. Là, tu sais, quand j'étais sur mon cheval dans le désert, là, j'étais comme... Il y avait un trip là-dedans, mais la filmographie, la trame sonore, écoute, c'est hallucinant la trame sonore, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui vient ajouter beaucoup, beaucoup à l'histoire. Mais le fait que ça se passe sur t'as plusieurs histoires, c'est comme un film un peu choral. Je suis pas super bonne dans ce genre de définition, mais un peu sur plusieurs histoires en même temps et sur plusieurs époques. Mais c'est le fait que, tu sais, on a un patient brûlé à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale qui est soigné par une infirmière canadienne, d'ailleurs, qui est Juliette Binoche. Et elle sait qu'il est en fin de vie, fait qu'elle décide de s'arrêter là, dans un vieux monastère détruit de l'Italie. Fait que tu vois l'Italie détruite de la Deuxième Guerre mondiale. Puis à travers ça, ben là, lui, il a son livre d'Hérodote, premier historien de l'histoire, parce qu'il cherche, en fait, le personnage principal, en fait, est un personnage qui a vraiment existé, qui est Laszlo de Almashi, qui est un comte hongrois, qui était gay, en fait, dans la réalité. Okay. Dans le passé anglais, oui. C'est sûr que Michael Onaggi, en écrivant son histoire, a inventé quelque chose complètement avec lui, mais il a découvert la cave des nageurs. C'est là que je pense que j'ai eu mon intérêt pour le désert, parce qu'on le voit arriver dans cette cave-là où on a des gens qui nagent dans le Sahara, puis que ça m'a frappé que le Sahara avait déjà été en fait vert et une immense mer. Moi, je suis une spécialiste du désert et des oasis. C'est pour ça que je vais collaborer à Assassin's Creed Origins d'ailleurs. Donc, je ne savais pas que ça allait être dans ma vie, mais ça m'avait fasciné. C'était pas l'Égypte des pharaons du tout. C'était le désert avec son histoire. Il y avait quelque chose de magnifique, mais c'est super érotique et poétique aussi. Le jeu des acteurs vaut la chandelle là, parce que des fois, sans parole ou rien, Kristen Scott Thomas, puis il faut dire le Ray Fiennes là-dedans est juste exceptionnel. Tu le sens, là, ça trempe dedans, c'est très lourd, donc c'est vraiment fantastique. Puis tu as un Colin Firth qui venait de finir de filmer Pride and Prejudice, il savait pas qu'elle allait devenir une grande vedette, qui joue dans ce film-là, puis qui fait un peu un pauvre homme là-dedans. Pour ça. C'est lui qui a la réalité la plus triste. Mais donc, on découvre l'histoire du patient anglais parce que l'infirmière qui est Juliette Binoche lit des portions d'Hérodote, mais il y a plein de reliques de son histoire. Parce que lui, il a perdu la mémoire, il est amnésique, du moins on pense. Mais là, quand tu commences à lire son histoire, on voit qu'il se rappelle tout ce qui s'est passé puis qu'il veut oublier finalement les tragédies qu'il va avoir à travers tout ça, parce que c'est comme une histoire d'amour illicite, un peu. Il y a tout ça là-dedans. Fait que c'est très riche, c'est très dense. Puis à travers tout ça, ben, cette infirmière-là qui a vécu des deuils pendant la Deuxième Guerre mondiale va découvrir l'amour avec un démineur sikh. C'est la première fois dans ma vie que je voyais un sikh et que je comprenais ce qu'était cette religion-là aussi, parce que Naveen Andrews incarne un sikh avec le turban, les longs cheveux, parce qu'il ne se les coupe pas, ne se coupe pas la barbe. Il y a tout ça. Je veux dire, c'est d'une richesse, tu sais, quand tu regardes ce film-là, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses, t'apprends tellement de choses aussi. Puis là, avec la musique, à un moment donné, il amène Juliette Binoche dans une église détruite par la guerre, où tu as des superbes vieilles peintures très anciennes, puis il utilise des vieilles bougies, puis il la monte sur des cordages, puis il lui fait visiter comme un petit peu l'église avec un peu une lumière de chandelle. Puis là, il ajoute la musique avec ça. Écoute, c'est juste... je sais pas, je t'en parle, puis j'ai le... T'as les frissons. Oui, qui monte sur mes bras. Fait que c'est poétique, c'est dramatique. Il y a tout dans ce film-là. Fait que pour moi, honnêtement, ça arrive très haut dans ma liste. Ouais. Et il faut dire que j'ai utilisé les travaux de Laszlo de Almashi plus tard. Oui, c'est ça. Dans ma thèse de doctorat. Ouais, c'est quoi ton lien justement avec cet homme-là? Un lien télescopique, là, forcément. Ben, c'est qu'il cherchait une oasis qui on croit est mythique, qui n'existait pas, mais qui était un mythe rapporté par les Berbères. Il était à la recherche de cette oasis-là, qui est l'oasis de Zerzura, mais c'est sûr qu'il a tellement arpenté le désert et ma région qu'il est une source pour moi. Fait que quand j'ai commencé mes travaux de thèse, ben, à un moment donné, il est devenu inévitable. Je suis comme, oh mon Dieu, je me pouvais plus. Je travaille avec les vrais travaux de Laszlo de Almashi. Là, je suis comme, Fait que voilà, disons que c'est pour ça que ce film arrive très haut. Le roman est bon, mais c'est la première fois qu'un film arrive c'est comme je te dis, à conceptualiser, puis à te mettre en image quelque chose qui est dur dans ta tête si tu n'as jamais été dans le désert ou quoi que ce soit, à comprendre. Et voilà. Et la trame sonore, je pourrais en parler des heures, mais c'est ça. Puis, je fais une petite digression, mais comme on parle d'un historien, puis tu l'es toi-même, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est un bon ou une bonne historien ou une historienne?
Qu'est-ce qu'il faut départager dans l'histoire? À quel moment il faut se dire non, ça tient du mythe, ça tient de la réalité, ça. Ben, quand tu n'as pas de source, zéro source pour appuyer Ouais. quelque chose, qu'il n'existe aucune archive, puis que tu réalises souvent qu'on commence à parler de ce lieu-là ou de cet objet-là assez tardivement dans l'histoire, parce qu'à l'époque même où ça aurait existé, il n'y en a aucune mention, tu peux déjà avoir une bonne idée que tu joues dans la fabrication d'un mythe. Ça peut partir des fois de quelque chose de réel, mais c'est souvent une fabrication humaine pour créer justement soit une rumeur, du mystère, faire de l'argent, ça dépend des facteurs, là, il y a plein de choses. Il y a plusieurs exemples. Je veux dire, l'Atlantide, oui, elle est mentionnée par Platon, mais je veux dire, quand tu commences à regarder ceux qui ont essayé de trouver vraiment cette civilisation-là, puis qui ont commencé à identifier des lieux, ça arrive vraiment tardivement. Okay. Je pense à la guerre de Troie. Oui, elle a probablement existé. C'est un autre mythe, ça. La ville de Troie, elle est identifiée, mais c'est pas... Homère a fait une épopée, donc il a rendu cette guerre-là spectaculaire, mais il a vécu des siècles et des siècles après la civilisation qu'il décrit. Fait que, dans Homère, quand tu lis l'Iliade, tu réalises qu'il a voulu emprunter un style vieillot, mais il fait des références plus à son époque à lui. Fait que c'est ce qui fait que l'armement est plus de son époque et pas de l'époque à laquelle il parle. Fait que tu vois comment on construit finalement un mythe avec quelque chose qui était peut-être très petit, un petit conflit, et ça devient dans l'imaginaire au fil des siècles quelque chose qui est gigantesque, une épopée qui est jouée de manière horrible au cinéma par Brad Pitt. Tu sais, je veux dire, ça va jusque-là. Oui. Quand t'as pas de... Voilà, non, ça, c'est une horreur. Voilà, ça, faut pas que tu me lances là-dessus. Mais, tu sais, c'est ça, quand t'as pas les éléments d'époque, tu as zéro élément d'époque sur quelque chose et que ça arrive très tardivement, c'est souvent un bon indice. C'est le Saint-Suaire de Turin, c'est un bon exemple aussi. Oui. On n'a rien, aucune mention avant le Moyen-Âge sur ce tissu-là. Fait que déjà, sans aucune analyse scientifique, pour quelque chose qui serait aussi précieux dans l'histoire de la chrétienté, ça fait peu de sens, là, d'avance. Super. Si on passe maintenant à ton deuxième film, qui est aussi un film d'époque, c'est Carnet de voyage de Fernando Meirelles avec Gaël Garcia Bernal, où on suit le trajet d'un homme qui s'appelle Ernesto Guevara, qui ne sait pas encore qu'il sera un héros de la Révolution cubaine, un grand révolutionnaire assassiné dans les années 60 par le FBI. En Bolivie. En Bolivie, exactement. Le film se passe en 1952, donc je ne sais pas il y a exactement quel âge, c'est un jeune médecin à l'époque. Ben, on peut dire qu'il est sur le point en fait, de devenir médecin, il est dans la jeune vingtaine. OK. Justement, qu'est-ce que ça raconte, ce film-là? C'est un road trip, c'est un road movie. Là. Et que je ne suis pas une fan des road movies généralement. Ah bon? Et celui-là, ça a été ma grande surprise. Oui, c'est un road movie. C'est aussi un film qu'on pourrait dire de justement découvrir avec l'innocence du début de l'âge adulte, découvrir la vraie vie. Il y a un peu de ça, mais à travers tout ça, en fait, c'est le côté culturel, la vie, en fait, des populations autochtones en Amérique du Sud à une époque où, bon, on n'est plus dans des empires coloniaux, mais on réalise encore une fois que ces populations-là sont des esclaves, sont traitées comme de la merde par une élite économique qui est souvent affiliée, bon, ça peut être aux États-Unis, ça peut être à plein de choses, mais on voit, en fait, ces populations autochtones-là, comment elles vivent. Puis ce qui est intéressant, c'est à quel point ça donne l'impression, même si c'est acté, ils ont souvent été chercher des vrais autochtones du Pérou, des Andes, un peu partout, qui parlent dans leur langue. Tu entends parler quechua, là, ça, c'est la langue des Incas, c'est super rare, c'est une des rares langues qui a survécu. Tu entends parler un peu de Nahuatl aussi, qui était une langue parlée par les Mayas, les Aztèques, tu sais, je veux dire, tu vois la misère à travers tout ça, puis tu réalises que, tu sais, c'est peut-être 1952, mais tu pourrais y aller aujourd'hui, puis ça fait encore mal, là, tu sais, tu te dis, ça c'est encore un peu ça. Fait que je pense que c'est là, en fait, que c'est le plus intéressant, c'est de voir ce jeune homme-là qui part, tu sais, pour un road trip, pour avoir du plaisir avant d'entrer dans la médecine, mais finalement, qu'est-ce qu'il réalise, c'est que les gens sont dans la misère, les gens souffrent, ils souffrent pas juste, en fait, médicalement, ils souffrent socialement et économiquement parlant, et ils découvrent l'injustice de l'Amérique du Sud, et tu le découvres avec lui, et je trouve que c'était tellement une belle façon de réaliser qu'est-ce qui a été le moteur de la vie de celui qui va devenir effectivement le Che Ernesto Che Guevara. Et c'est superbement joué. Faut dire aussi que celui qui fait son meilleur ami, qui est Alberto Granada, qu'on voit à la fin du film, quand il est vieux, il est mort en 2011, là, et on le voit à la fin du film. Tu sais, c'est spécial. C'est Rodrigo de la Serna, que vous voyez dans La Casa del Papel saison 3, saison 4.
qui est excellent aussi hein, dans le rôle du meilleur ami de Che Guevara, qui est quand même incarné par Gaël Garcia Bernal. Là. C'est ça hante. Je pense que c'est ça. C'est lent. C'est un peu comme Le Patient anglais, c'est des films qui sont très lents, mais ça te reste. Tu vas rester des semaines avec des images de ce film-là, avec des morceaux, Puis à la fin, ben c'est ça, il va traverser une rivière à la nage parce qu'il veut pas être avec les médecins, il s'en va avec les lépreux, tu sais, puis tu réalises que mais c'est ce qu'il a fait toute sa vie après, tu sais, il a toujours choisi le camp des plus misérables là-dedans. Fait que c'est très beau. D'ailleurs, la chanson, qui est pourtant une chanson très douce, très smooth, avait gagné l'Oscar de la meilleure chanson. Oui, bon. À l'Otro Lado del Rio. OK. Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, je sais pas pourquoi, moi j'ai fait mon secondaire dans les années 2000, puis à l'école où j'étais, il y avait une espèce de culte autour de Che Guevara. Là, c'était quand tout le monde... Il y a toujours eu un culte, mais c'était vraiment dans le pic de l'époque où tout le monde avait un T-shirt Che Guevara. Sans savoir ce qu'il était. Moi, ça m'avait intrigué. Mon père avait fait un voyage à Cuba, je me souviens plus quand... début 2000, là, puis il m'avait rapporté un béret de Che Guevara sans que je sache qui c'était. Il m'avait ramené aussi un T-shirt de Cuba de Che Guevara, mais je voulais savoir, dans ton cas, qu'est-ce que ça représente, cette figure-là? Je pense que ça dépasse l'homme rendu là. Oui, parce que même les photos de sa mort, il a l'air de Jésus-Christ, là, ils sont christiques, littéralement. Ces photos de décès, ça hante énormément, mais c'est sûr que, bon, du point de vue de l'histoire... je veux dire, on parle souvent de gens avec des gros égos. Même Castro, d'une certaine façon, on est venu à avoir inévitablement un certain égo pour pouvoir tenir Cuba comme il l'a fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu séparation entre Che Guevara et Castro quand Castro réussit sa révolution vers Olive? C'est justement que Che Guevara est toujours resté l'idéaliste. Castro a eu à gérer un pays, donc il a eu à être réaliste, il faut quand même dire ça. Donc, c'est de voir qu'il a gardé ses idéaux jusqu'à la toute fin. Comment dire? C'est mettre l'ego de côté. Oui. Il n'aimait pas se faire prendre en photo, hein, Che Guevara. Il aimait pas... non. Puis dans ses photos les plus célèbres, c'est Castro qui voulait ces photos-là pour faire du capital politique sur le dos de Che Guevara. Mais moi, je pense que au-delà de tout ce qui est devenu, de ce qu'on en a fait comme symbole de révolutionnaire, qu'est-ce qui fait qu'il est peut-être aussi marquant, c'est qu'il l'a vraiment fait avec un altruisme. Et ça, c'est rare. Il ne cherchait pas à être un chef politique, il ne cherchait pas la gloire, il ne cherchait pas l'argent. Il était vraiment motivé par quelque chose qui est rare chez l'être humain, je crois. Puis c'est ce qui, selon moi, fait que c'est encore un symbole aujourd'hui que les gens, sans comprendre exactement tout ce qu'il a fait, parce que, je veux dire, il a fait des choses très violentes aussi, puis ça, on a tendance à l'oublier. Je pense que c'est ce côté-là, l'idéalisme dénué d'ego. C'est comme ça que je le définirais, cet homme-là. Ouais. Il mérite sa place dans le mythe, un peu. Oui, c'est ça. Puis toi-même, si on revient un peu d'une certaine façon au film, est-ce que tu as déjà fait des voyages qui ont changé ta perception de la vie? C'est peut-être grand dire, mais... tu peux dire ça! OK, bon, parfait. C'est quoi les voyages qui, toi, ont changé ta perception de la vie? On va l'assumer. Le Népal, je suis partie au Népal en 2018. Donc, Dieu merci, j'ai fait ça, tout ça. Je suis contente. C'est Katmandou, dans la situation actuelle, j'aurais pas voulu y aller. Mais j'ai décidé de quitter l'Occident. L'Égypte, c'était marquant aussi, mais c'est pas comme le Népal. C'est sûr que la société égyptienne, quand je sortais des quartiers plus touristiques, moi, je suis sortie très loin des quartiers touristiques, tu découvres quand même des sociétés qui vivent différemment, puis tu as des rencontres humaines qui sont intéressantes, mais au Népal, là, vraiment, tu voyais des gens qui vivent pour qui la notion de richesse, c'est pas la même que nous. Eux autres, il fait tout le temps chaud, ou presque. Je veux dire, oui, certains mois, c'est un peu plus froid, mais la maison, ils la construisent toute leur vie, puis ils ajoutent toujours des étages pour leur famille. C'est la famille qui est au cœur de la vie. Puis la richesse, c'est est-ce que je suis capable de te donner un grand repas, de t'offrir le thé. Puis mon toit soit en tôle, moi, je m'en fiche. La plupart du temps, il fait tellement beau et chaud que je suis dehors. Fait que j'ai pas besoin d'une maison hyper chaude avec plein de pièces et tout ça. Il fait tellement chaud que j'y reste pas. Je suis à l'extérieur. Mais pour eux, vraiment, la richesse, c'est d'être capable d'offrir de la nourriture. C'est varié, diversifié, d'être capable d'inviter quelqu'un à prendre le thé. Comment je pourrais dire ça? Il y a un don. Ils ont un naturel pour le fait de donner sans se poser trop de questions, je veux dire. Puis c'est des gens qui vivent pour nous, de notre point de vue, dans une pauvreté souvent extrême dans certains secteurs, mais à leurs yeux, à eux, ils sont pas pauvres. Parce que c'est pas la maison qui va déterminer ton statut social, c'est pas... mais c'est sûr que
plus tu montes dans les montagnes, plus tu as des systèmes de casse puis des modes de vie tribaux qui, nous, comme Occidentaux, nous font réagir. Mais c'est sûr que ça donne envie d'être plus humble. Ça donne envie quand tu reviens chez toi, de réaliser à quel point tu vis dans un luxe indécent, alors que, tu sais, je veux dire, je vis pas, quand on pense à l'Occident, je vis dans un mode de vie bien normal, là. Mais quand tu reviens chez toi, tu réalises à quel point tu es riche, tu sais, as la chance de pouvoir prendre l'avion quand tu veux, tu sais, bon, pas maintenant, là, mais on l'avait, mais en même temps, c'est de voir, c'est ça, la gentillesse aussi des gens qui est naturelle. Par une culture qui est bouddhiste, hindoue, qui pense beaucoup au karma, dès l'enfance, ils sont habitués à faire le bien parce qu'ils savent que ça peut avoir des impacts sur leur réincarnation, mais tu le vois ancré chez les gens et tu vois comment ça crée une culture qui est très différente. Oui, je te dirais que ça... Après ça, je suis allée m'enfermer dans un monastère quand même pendant 11 jours. Ah ouais, à ce point, OK. Avec des moines bouddhistes. Oh, OK. Moi, j'ai médité dans l'Himalaya, là, j'ai fait ça. Mais tout ça, tu sais, ça... C'est sûr que tu reviens, puis quand tu regardes dans quel mode de vie tu vis, tu te fais, je dirais, une promesse d'être peut-être plus humble, plus terre à terre, puis de te rappeler ce que tu as vu là, parce que ça existe et c'est une réalité, c'est juste qu'on la voit pas quand on vit ici. Ouais. Tu ramènes ça dans tes bagages. Je veux dire, au-delà de tous les souvenirs, objets que tu peux rapporter, tu vois, ça, c'est le genre de voyage où tu rapportes le périple. Wow. Le cheminement que tu as fait pendant ces jours-là, les gens que tu as rencontrés, puis tu les oublies jamais. Tu sais, Mais non. je passe plein de choses dans ma vie des fois, puis je repense à une personne dont je me rappelle même pas du nom, puis je l'ai juste croisée. Je suis comme, cette personne-là revient dans ma mémoire, puis je repense à où elle est et tout ça, puis ça me ramène sur terre. Fabuleux. Et parlant de rencontres marquantes, ton troisième film, c'est le 5e élément, The Fifth Element, de Luc Besson. Ça, c'est mon numéro 1! Oui. Qui là est une rencontre avec un être impossible. C'est le casting le plus années 90 qu'on peut retrouver. Là. C'est Bruce Willis, Mila Jovovich, Gary Oldman, Chris Tucker, Luke Perry. Parce que oui, Luke Perry est là. Oui, au début, puis il est un égyptologue. Est-ce que Luke Perry a influencé ton choix de devenir... Non, pas du tout! Mais Lilou a influencé mes cheveux. Super. Ça, c'est un film de 1997. C'est Luc Besson. C'est pas son premier film américain, mais c'est son... Oh, mais ça n'a pas un style américain, de toute façon. Vraiment pas. C'est la science-fiction à l'européenne pure. En tout cas, ce que la science-fiction à l'européenne a essayé de faire jusqu'à 1997 avec des moyens américains. Qu'est-ce que ça raconte, le 5e élément? Le 5e élément, c'est fabuleux. Tu commences l'histoire en Égypte dans, je pense, c'est les années 30-40. Honnêtement, les dates, je ne m'en rappelle pas, mais tu sais, ça ressemble à peu près aux années 30-40. Puis, tu as un vieil égyptologue qui est en train de déchiffrer des hiéroglyphes. Puis, il réalise qu'il y a un 5e élément, puis il y a les 4 éléments autour d'elle, puis que ça semble être une arme. Puis, au moment où il est en train de déchiffrer ça, là, il y a un vieil arabe là, avec sa barbe, là, qui est un prêtre, en fait. Puis, il est comme, oh, non, ça y est, il vient de découvrir le secret. Il essaie de l'empoisonner, mais finalement, il jette l'eau, puis il est tout heureux de sa découverte. Et c'est à ce moment-là qu'un vaisseau spatial atterrit en Égypte. Toutes les choses que je dénonce, finalement, quand je travaille. Un vaisseau spatial atterrit en Égypte et ce sont les Mondo Shawan qui sont les gardiens du 5e élément, qui viennent récupérer le sarcophage du 5e élément. Ils vont l'amener sur leur planète et promettent aux humains que quand le mal reviendra, ils reviendront avec le 5e élément. Et là, ils s'en vont. Et le pauvre homme, malheureusement, l'égyptologue, lui, est décédé. Et là, après ça, on arrive dans un univers futuriste dans les années 2000, d'ailleurs, mais avec une vue de New York fabuleuse, tu sais, avec les autos volantes. Avec une musique, encore une fois. Il faut dire que j'ai tous des films où la musique va avec... Oui. T'sais, pour moi, ça va ensemble. T'sais, quand la trame sonore est bonne, qu'elle accompagne bien les scènes, je trouve que ça ajoute. Et le 5e élément, vraiment, là, quand tu vois Bruce Willis bleaché dans son taxi volant, puis là, t'as l'espèce de grosse musique avec le... C'est juste fabuleux. Donc, t'as un chauffeur de taxi qui s'appelle Bruce Willis, qui est un ancien militaire qui en arrache dans la vie. Et au même moment, là, on arrive à l'époque où le mal arrive. T'as Gary Oldman qui interprète, en fait, une espèce de magnat de la presse, comme le Pierre-Carl Pelado des années 2000. Oui, le machiavélique, méchant, tout ce que tu veux. Il s'appelle Zorg.
Et lui, il est en communication avec le mal. Le mal, c'est une planète qui arrive. Et là, le président des États-Unis a des vaisseaux spatiaux qui sont en train d'essayer de comprendre c'est quoi cette espèce de planète qui dégage de l'énergie. Puis là, elle détruit en fait des vaisseaux spatiaux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un prêtre qui est présent et qui dit ben non, si les Mondo Shawan arrivent, il faut leur ouvrir notre espace aérien parce que ce sont eux qui ont l'arme contre cette chose que vous ne comprenez pas, qui est juste le mal incarné. Et c'est le moment où les Mondo Shawan demandent à pénétrer dans l'espace aérien américain. On leur donne le droit d'arriver, mais ils se font attaquer par des Mangalores qui sont des espèces de... Là, c'est comme le racisme extraterrestre. C'est comme l'espèce dont personne ne veut. Ils puent, ils sont idiots. Et ils détruisent le vaisseau dans lequel se trouve le 5e élément et dont il ne reste qu'une main. Et avec la technologie de l'ADN, on reconstitue le corps du 5e élément qui est Mila Jovovich dans toute sa splendeur. Là, je veux dire, cheveux orange avec les bandelettes sanitaires, qui est d'une puissance, une femme forte qui est capable de tout faire. Fait qu'elle se sauve et c'est comme ça qu'elle atterrit dans le taxi de Corbin Dallas. Oui. Qui est Bruce Willis. Et voilà, Bruce Willis sauve le 5e élément et ils vont avoir à sauver le monde et aller sur une planète où est-ce qu'il y a juste des plages qui s'appellent Flashton Paradise. Et c'est pour y aller, ils ont trafiqué un concours et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans l'émission de radio de Ruby qui est Chris Tucker. Androgyne bizarre où tu penses qu'il est gay, mais dans les faits, il fait des cunnilingus à des hôtesses de l'air pendant le vol vers la planète Flashton Paradise. Où là, ça va devenir juste surréaliste. C'est un des chants d'opéra les plus durs au monde jamais fait, qui est vraiment très dur vocalement, mais c'est spectaculaire, là, juste ça. Et c'est là que tu as un Bruce Willis dans ce qu'il avait de plus beau. Je dirais qu'il dépasse Die Hard, là, la chemise blanche déchirée avec un gun du futur, mais qui est capable de tuer avec toutes sortes de choses, puis qui fait des... C'est humoristique. Moi, il faut que Bruce Willis soit avec de l'humour si je veux que ça passe. Je veux dire, mais il y a tout ça. Là, je veux dire, tu as un Chris Tucker qui n'arrête pas de faire qui crie à travers tout ça et qui en ajoute et c'est juste fabuleux. Puis t'as la musique là-dedans. Écoute, c'est ça. Ils vont finir en Égypte et réussir finalement à placer Lilou, qui est découragée de l'être humain parce qu'elle étudie notre civilisation puis elle arrive à la fin à W War. Puis là, elle voit que l'être humain se détruit tout seul. Fait qu'elle n'a plus l'énergie, l'envie de sauver le monde. Mais qu'est-ce qui peut sauver le monde? C'est l'amour! Mais là, c'est juste une petite touche un peu quétaine. Mais voilà. C'est quand même assez spectaculaire. Tu sais, le temps, à la fin, quand même, on a réussi à jouer et te faire quand même un peu stressé à savoir s'ils vont y arriver. T'sais, à chaque fois que je le vois, je suis comme, je sais qu'il y arrive, mais écoute, il joue à la minute près. Là. Si tu commences à calculer avec ton cellulaire, là, tu vas te rendre compte que le temps qu'il leur reste, c'est à peu près le temps que tu vis, toi, live dans le film. Fait que ça, c'est intéressant quand même. Bref, je l'ai vu souvent au cinéma quand il est sorti et je le revois toujours avec autant de bonheur. Et de on a beaucoup parlé d'histoire, mais je sais que la science-fiction aussi a une grande place dans ta vie, ou du moins le genre fantastique, le genre... tu peux te qualifier de geek assumé. Pas dans la même catégorie que bien des gens. Tu sais, je suis pas une fan de Star Wars. Je connais les vieux films, mais les nouveaux m'ont jamais vraiment attiré ou intéressé. Fait que, mais je pense que j'aime mieux le fantastique. OK. Peut-être plus que la science-fiction. Tu sais, comme tu vois, j'ai découvert The Witcher, puis là, j'ai commandé les romans. Je suis fascinée parce que les parallèles avec ce que vivait la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale et même avant, même à l'époque médiévale, je les ai vus dans la série. J'ai été fascinée par ça. Fait que là, j'ai les romans, je vais commencer à les lire. Ça, c'est plus quelque chose qui va venir me chercher. Okay. Ça, puis qu'est-ce que tu aimes de ces univers créés-là? Le 5e élément, il y a un lien avec ce qu'on est en tant qu'humain, là, mais qu'est-ce qui te rejoint de ces univers-là? Les critiques sociales, mais qui peuvent se voir à travers autre chose. Soit dans The Witcher, les elfes, c'est une civilisation qui a presque été éradiquée par l'homme, par racisme. Tu sais, tu peux vraiment avoir des parallèles. L'auteur est polonais, hein? Tu peux vraiment, vraiment avoir des parallèles avec, tu sais, le ghetto de Varsovie, puis, tu sais, ce qui s'est passé avec les Juifs polonais, mais mis dans des univers où c'est sûr que quand il y a un peu de magie, quand tu as des... Ce que j'aime un peu du fantastique depuis peut-être quand je suis jeune, que j'ai toujours aimé dans les mangas japonais, les animés japonais aussi, on va dans... Ça, mon côté geek est plus là. Des personnages féminins forts. Oui.
C'est un peu ça, le cinquième élément, dans le fond, c'est un peu ça aussi. Je veux dire, il y a ça qui arrive, c'est que tu as des femmes qui, que ce soit par la magie ou autre, ont des places prépondérantes puis sont des joueurs actifs dans l'histoire, dans la politique aussi. Fait que c'est là que ça va venir me chercher. Ouais. Et au niveau du cinquième élément, c'est quoi la critique qui est faite? Puis tu le dis toi-même, c'est très européen. Qu'est-ce qui fait que c'est européen comme film ou français à la limite? Je te dirais qu'il y a le côté d'aller chercher des éléments d'histoire parce que c'est ponctué quand même à certains endroits. Mais tu vois, à un moment donné, dans l'aéroport, il y a une grève des déchets. Ça, c'est comme un clin d'œil à Naples, là, qui est toujours en grève des déchets puis qui pue la poubelle tout le temps avec les déchets partout. Puis comme on s'excuse pour les déchets. Puis t'es comme, pourquoi? Quelqu'un qui n'est jamais allé à Naples ou qui n'a jamais vu une grève en France puis qui ne comprend pas à quel point ça paralyse tout ne peut pas catcher ça. Ne peut pas comprendre, en fait, pourquoi dans ce film, il y a une grève des éboueurs, puis que là, dans l'aéroport, il y a une tonne de déchets d'accumuler. Il faut vraiment que tu comprennes le principe des grèves d'une république comme la France ou justement de systèmes comme les Italiens pour saisir ça. Je pense que c'est là que c'est ce qui est plus européen à ce moment-là. Puis peut-être l'idée aussi, je te dirais... d'un président qui écoute quand les gens lui suggèrent quelque chose. C'est une forme de critique politique. C'est pas très américain. Ouais. Si on pense, mettons, il prend ses décisions. Alors que là, c'est un prêtre qui arrive de nulle part qui lui dit non, puis qui arrive avec les archives, le vieux livre. Ça, là, on voit la France un peu là-dedans quand même, là, dans sa façon de revenir toujours aux archives, puis à comment l'histoire s'est écrite, puis de la respecter. Il y a un peu de ça dans le cinquième élément quand même, mais aussi de mettre la radio. La France, encore aujourd'hui, présentement, tu penses à France Culture, France Inter, c'est une société de radio. Oui, société de parole. Et c'est dans le cinquième élément avec Rubio, qui est complètement débile mental, mais tu sais, je veux dire, on a amené la radio dans un film de science-fiction. Regarde présentement. Tu sais, avec tout ce qui se passe, on écoute la radio, là, ça nous accompagne, c'est un média qui nous accompagne encore. On aurait pu penser que la télévision, l'Internet et tout ça aurait tué la radio. Non, regarde, on fait un balado, on va être dans l'audio. Ça, je trouvais ça visionnaire déjà à l'époque, puis encore aujourd'hui, quand je réécoute, je suis comme « Ah, Luc Besson, là, tu touches quelque chose. » Tiens, un élément de civilisation qui est intéressant. Super, on va faire une courte pause et on vous revient tout de suite. J'adore enregistrer On jase de film. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de film, Instagram, @onjasdefilm. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. Re-bienvenue en Jase de film avec mon invité Evelyne Ferron, avec qui, dans la première heure, on a parlé du patient anglais, de Carnet de voyage et du cinquième élément. Et on va rester dans la thématique Bruce Willis. Avec ton film détesté qui est arrivé 1 an après le cinquième élément où là il faisait plus le chauffeur de taxi, il faisait le sauveur de l'Amérique et du monde libre si on veut. Armageddon de Michael Bay. Donc avec Bruce, mais aussi avec le sulfureux Ben Affleck et dans ce film-là, l'insipide Liv Tyler. Insipide, je veux dire, le mot est... Ah là 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 là. Ouais, tu sais, c'est ça. Après la gloire des films des années... 97 était une grande année de films. Et 98 arrive... Ça. Bruce Willis, après, ça décline. Il va entrer dans des films, justement, catastrophes. Là. Il y en a un autre de volcan, je pense, à New York et tout ça. Le Bruce Willis, ça va pas bien. Là. C'est le sixième sens qui va le ramener. Mais c'est le déclin de Bruce, mais c'est aussi pourquoi ce film. Donc, tu sais, je l'ai vu une fois. Je ne le reverrai jamais. Tu sais, je veux dire, Aerosmith, là, c'est la déchéance des années 90 parce que la tour n'a juste pas de bon
bon sens avec le film, ça n'a pas d'allure. Mais tu sais, c'est un Bruce Willis qui essaie de jouer ce qu'il ne devrait jamais essayer de jouer, qui est un homme ordinaire du fin fond de nulle part aux États-Unis, c'est ça, sont une équipe de foreurs, puis il y a un immense météorite qui arrive, qui va foncer sur la Terre, puis la seule façon de faire en sorte que l'impact va être moins grave, c'est de forer le foutu météorite. Puis là, il part, puis tout ça, puis là, il y a un de ses membres qui est amoureux de sa fille, puis il veut pas qu'il s'en approche. C'est justement l'insipide Liv Tyler dans ce film-là, qui est juste là parce que son père fait la toune du film-là. Puis voilà, ils vont y aller, puis là, Bruce Willis va sacrifier sa vie, puis il va y aller avec la chose la plus terrible qu'il va pouvoir dire, tu es digne de ma fille, blablabla. Oui, je la donne, là. C'était un résumé de Armageddon. Je l'ai vu juste une fois, je veux jamais le revoir, j'ai jamais compris. Il y en a qui sont, tu sais, je ris toujours dans Team America World Police avec la tune Pearl Harbor sucked a little bit more than I miss you, là. Mais tu sais, je veux dire, Armageddon, ça arrive encore plus haut que Pearl Harbor, là, tu sais, c'est ça. Oui, puis je suis pas une fan de Ben Affleck, mettons. C'est chouette. Ouais, de mémoire, je l'ai vu probablement une seule fois aussi, Armageddon. Non, tu veux pas revoir ça. Non, c'est ça, mais ça m'avait tellement frappé parce que, oui, il arrive à faire exploser ce météorite-là avec une explosion nucléaire. Là, donc, déjà, il y a une espèce de plaidoyer pour l'armement. Ils semblent les Américains! Ouais, ça, mais de mémoire, ils font sauter toutes les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe. Ben, c'est ça qui est copié dans Team America World Police. Oui. C'est un lien direct avec Armageddon. Oui, qui détruisent la Tour Eiffel. C'était génial, ce film-là. Mais non, ça me semble qu'ils détruisent tous les grands monuments de la Terre, sauf ceux qui sont américains. Puis à la fin, presque. Ou presque, ça. Puis à la fin, tout le monde fait le party. Yeah, on a sauvé le monde. Mais non, t'as tué des quantités phénoménales de gens. T'as détruit des monuments historiques. T'as juste sauvé ton petit bout de terre et ça passait mieux dans le film d'extraterrestre avec Will Smith, le titre. Oui. Ah, mon Dieu. Independence Day. Oui! Bon! Oui, mais ils font sauter la Maison-Blanche. Ils font sauter la Maison-Blanche. Ouais. Ils font sauter les monuments américains. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'on. Mais tu sais, c'est l'indépendance de la Terre. Bon, je me rappelle en français, quelle horreur. Mais je dis, ça passait mieux ce film-là que Armageddon, qui a vraiment joué une carte que j'ai jamais comprise. Vraiment. Là, Bruce a perdu toute sa. J'ai pleuré mon Bruce Willis. Ouais. Et dans ces moments-là, tu vas te réfugier sur Wedding Singer. Oui, ça, c'est mon film refuge. Oui. Mais encore là, tu sais, c'est toute la magie qu'il y a entre Adam Sandler et Drew Barrymore, que de mémoire, je pense que c'est l'actrice avec qui il a le plus souvent joué. Ça se peut, oui. 4 films ensemble, relativement bon à chaque fois. Là, mais non, celui-là est particulier. Mais il y a une belle magie dans Wedding Singer. Ouais, qu'est-ce qui te marque de ce film? Je l'ai réécouté quand la crise, le pandémie a commencé, puis que là, le soir, j'étais comme, oh mon Dieu, j'hésite, est-ce que je me cale une bouteille de vin ou là, qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais, j'étais allée sur Amazon Prime, j'ai fait The Wedding Singer! Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Et c'est fou, là, mais ça a été la première fois que je n'y ai pas pensé pendant 2 heures, que j'ai oublié tout ce qui se passait. Tu sais, au début, on avait de la misère à lire des romans, on était tous un peu comme en mode survie. Le film qui m'a sauvée, qui m'a donné 2 heures de répit mental dans les premiers jours, à la mi-mars, ça a été The Wedding Singer. Tu sais, ça commence avec, tu sais, You spin me right round like a record, là, tu sais, puis tu sais, Adam Sandler qui chante dans son micro, puis j'étais comme, tu sais, cet univers rose bonbon des années 80 avec les looks des années 80, mais une musique qui est bonne. Tu sais, je veux dire, la musique est vraiment bonne. Encore une fois, c'est important. Tout à fait. Ou bien Aerosmith, là, tu sais. La musique est super bonne, mais c'est ça, l'histoire est légère, mais en même temps, il y a tellement de choses. C'est Steve Buscemi qui fait une espèce d'alcoolo au début du film, qui est un déchet fini, mais à la fin, c'est lui qui chante au mariage d'Adam Sandler, c'est très drôle, là. Il y a plein de petits caméos comme ça, tu sais, Billy Idol dans un avion, tu sais, qui va... bon, Billy Idol, c'est très il y a une espèce d'émule de Boy George aussi qui est là. Mais oui, avec Do You Really Want to Hurt Me, c'est tout ce qui s'est chanté, tu sais, c'est quand même très drôle. Fait qu'il y a plein de choses très drôles, mais en même temps, pourtant, tu sais, il y a du drame, mais tu sais, bon, il se fait laisser à l'hôtel, puis il y a une période de dépression. C'est là que sa relation avec le personnage de Drew Barrymore commence. Puis là, à un moment donné, il magasine pour son mariage à elle avec un émule de Miami Vice. Incroyable. Oui. Ils ont vraiment trouvé un acteur qui est capable d'incarner tous les trous de cul des films des années 80 en un seul. C'est assez fabuleux. Puis là, tu sais,
t'as cette espèce de scène où il magasine, en fait, des wedding singers pour son mariage à elle. Puis là, ben, à la fin, ben, il décide de chanter la tune qu'il a composée. Puis il dit qu'il écoute beaucoup de Cure. Et ça, cette chanson-là, je la ris, là. Mais ça, c'est pas drôle! Mais si tu savais comment je la ris, moi, quand il commence à chanter, tu sais, Somebody kill me, please. I'm on my knees. Baby, baby, please kill me. I wanna die. Put a bullet in my head. Et là, t'es comme, tu sais, quand t'écoutes les paroles, c'est tragique. Puis elle est là, puis elle applaudit parce qu'il braille. Et cette tune-là, au début, il va vraiment smooth, là, tu sais. Il parle de Linda, là, celle qui l'a laissé. Puis là, après ça, c'est « Oh, somebody kill me, please! » Puis il va à fond, là, tu sais. C'est magique, là, je veux dire. Il n'y a rien qui peut éclater ça pour te mettre de bonne humeur. Alors que dans les filles, tu es en train de dire « Tirez-moi une balle dans la tête », mais tu ris de ça, tu peux pas le rire, OK? C'est impossible de pas rire de ça. C'est épouvantable. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est ça. Il vieillit super bien, sauf une scène quand il est dans un mariage, puis qu'il chante Love Stings, puis qu'il attaque les geeks, puis le gros. Oui. Ça, aujourd'hui, tu verrais plus ça au cinéma, là, tu sais. Effectivement. C'est un malaise avec cette scène-là, mais au-delà de ça, le film va passer, je pense, toutes les époques. Je pense que ça devient intemporel. Puis, tu sais, c'est comme un hommage aux vêtements à la style Michael Jackson, puis son ami chauffeur de limousine, vraiment, avec le coat de Michael Jackson, puis le gars, et tout ça. Ça juste pas de bon sens. T'as l'ami, t'as l'ex de Ben Stiller, tu sais, Kristen Taylor, qui est une émule de Madonna, tu sais, puis d'Olivia Newton-John, tu sais, avec la maison rose. Oui. Il y a tout, puis tu sais, t'es comme juste happé là-dedans, puis le rythme est super bon, il n'y a pas de moment lent, c'est comme pas tout à fait 2 heures, juste de gros fun, puis tu sais, la scène finale dans l'avion, ben, elle bat tous les records, parce que tu sais que j'ai pensé à ce film-là le jour où je me suis assise dans l'allée, puis que j'ai reçu un chariot qu'un chariot, en fait, de rafraîchissement qui m'a pogné le coude. Et j'ai pensé à cette scène-là. Ouais. Ah ouais, non, t'en parles, je trouve ça souffrant, là. Et que voilà, c'est le film bonbon, tu sais. Ouais. Ouais. Si on fait juste une mini parenthèse, mais il y a une série de films aussi, et là-dedans aussi, il y a des trucs qui passent peut-être moins à l'histoire, dont un de ses acteurs principaux, là, qui traverse peut-être moins bien certaines époques. C'est les Little Weapon de Richard Donner avec Danny Glover et justement Mel Gibson, qui n'a pas été fameux à toutes les périodes de sa vie. Non, tristement. Qu'est-ce que t'aimes de ces films-là en amont? Puis bon, je vais te jinxer là-dessus, mais tu m'as dit que ça a été un peu ton éveil sexuel à 10 ans. Non, faut dire que quand c'est sorti en 87, j'ai dû voir ça peut-être en 88, 89, là. Fait que j'ai pas tout à fait 10 ans, où ça jouait à télé, là, j'avais finalement 10 ans. Mais ma mère aimait bien ça et tout ça, mais tu sais, je me rappelle quand même du Little Weapon 1 où il se lève, puis on y voit les fesses pendant un bon moment, puis que j'ai commencé à réaliser qu'un derrière d'homme, ça pouvait être très beau, là. Je peux dire que vraiment, Mel Gibson là-dessus, mais on y voit les fesses dans beaucoup de films aussi. Oui. Comme on dit, il y a eu un caméo dans les Simpsons, ils ont fait une joke par rapport à ça, mais ouais, il y a eu un peu de ça. Mais Little Weapon, là, je l'ai surtapé. Les 3 premiers, il me reste le 4e qui était moins bon, fait que je laisse passer un peu. Mais c'est l'humour, c'est les vrais films policiers bien construits, alors que tu n'as pas beaucoup d'effets spéciaux. Quand ça saute pour vrai, puis tu le sais. Il y a de l'explosion dans Little Weapon quand même, mais tu as de l'intrigue policière, tu as de l'humour qui passe encore très, très bien aujourd'hui. La chimie entre les 2 personnages qui ne devrait pas exister est très drôle aussi. Pour l'époque aussi, de s'assurer que tu as une relation entre un noir, une famille noire de culture afro-américaine avec un cinglé comme Mel Gibson. Little Weapon, c'est lui, hein, c'est le personnage, en fait. C'est lui l'arme fatale. Parce qu'il est vraiment cinglé. Mais tu sais, il y a plein de choses. Tu sais, à un moment donné, il veut arrêter de fumer, il mange des biscuits pour chien. Tu sais, je pourrais t'en parler pendant des heures, là, mais tu sais, encore une fois, un personnage de femme qui va arriver à un moment donné, qui est fort, qui est René Russo dans le 3e, qui honnêtement, elle se bat puis elle botte des derrière. Là. C'est ça, il y a plein de choses dans ces films-là. Ça bouge, mais il y a, un peu comme les films de Bruce Willis dans Die Hard, il y a de l'humour à travers tout ça. Fait que, de l'humour des fois un peu grinçant, mais c'est parce que là, tu écoutes une grosse scène d'action, puis ça devient tragique, puis à un moment donné, il y a un échange de dialogue, puis t'es comme tu arrives vraiment fort, puis ça te met de bonne humeur en même temps. Je sais pas, je trouve que c'est riche. Je les ai réécoutés, je suis comme, ouais,
Il y a peu de films d'action, je trouve, dans les années 2000 qui m'ont diverti autant que ces films-là. Ouais. Peut-être parce que justement, les effets spéciaux font en sorte que c'est trop gros, que ça a l'air moins réaliste. Tandis que les autres, quand le char saute, il saute. Oui. Les cascades de voitures sur les autoroutes, ben, c'est des vrais cascadeurs. C'est pas monté par ordinateur. Oui, tu peux pas faire semblant. Là. Non, c'est ça. Fait que, il y a vraiment des choses quand même assez extraordinaires à voir là-dedans, parce que tu le vis peut-être de manière plus réaliste. Fait que, moi, je considère que ça vieillit quand même relativement bien. Si on oublie les déboires de Mel Gibson par la suite, je veux dire, là, je sais qu'ils ont fait une série sur Netflix qui s'appelle Lethal Weapon, mais je veux pas l'écouter parce que... J'ai pas d'intérêt non plus à aller vers ça. Tu peux pas refaire ça. Pour moi, c'est resté sacro-saint dans les années 90 avec, c'est ça, une humour, des personnages principaux, mais aussi des personnages secondaires autour, le lieutenant de police et tout ça. Ils ont toute leur place, en fait, dans cet univers-là. Puis présentement, j'ai écouté les Brooklyn Nine-Nine. Oui. Oh mon Dieu! C'est ça, j'essaie d'expliquer à mon chum. Je dis, tu vois-tu le lien? Oui. Les vois-tu, les liens? C'est pas lui, il est un amoureux de Die Hard, mais mon Dieu, que je sais pas combien de références à Lethal Weapon. C'est ça, puis Peralta qui est en amour avec les Die Hard. Ouais, mais il y a beaucoup plus de références à Lethal Weapon qu'à Die Hard dans Brooklyn Nine-Nine quand tu connais les Lethal Weapon. Honnêtement. Il y a vraiment beaucoup de choses. Regarde, un moment donné, je sais pas si tu les écoutes, les Brooklyn Nine-Nine. Oui, je les ai tous vus. Là, le capitaine, il retourne à la circulation. C'est une scène de Lethal Weapon 3, ça. OK. Danny Glover. Et justement, il sort la phrase « I'm too old for this shit ». Oui, puis ils sont rétrogradés. Puis là, parce qu'ils vont évidemment pas se mêler de leurs affaires, ils vont se faire ordonner leur truc parce que FBI s'en mêle. Écoute, Brooklyn Nine-Nine suit quand même de très, très près les Lethal Weapon, beaucoup plus que les Die Hard. Moi, ça, je tiens à le dire. En fait, c'est parce que j'ai fini la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine que je suis retournée réécouter les Lethal Weapon. Mais voilà, c'est... Excellent. Peu de films policiers d'après ont réussi à aller chercher ce mélange-là d'action pure, de scénario intelligent quand même, puis d'humour. Je tiens à dire qu'il y a de l'humour à bien des égards, mais en même temps, il y a de l'émotion aussi. Il faut quand même dire que Danny Glover manque de sauter sur son bol de toilette. C'est quand même fabuleux. Là, OK. C'est quand même mémorable. Il y a des choses... J'irai définitivement voir ça. Tu m'en reparleras. Oui. Ça a été un plaisir de te recevoir, Evelyne. Si les auditeurs veulent te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils vont? Surtout ma page Facebook, Evelyne Ferron, historienne, c'est plus mes petits goûts à moi. Là, jusqu'à la fin mai, je vais faire encore quelques directs là, pour aider les gens à passer à travers la crise de la pandémie. J'ai une page aussi juste d'actualité là, où je n'interagis pas, mais si vous voulez lire sur l'histoire, tout ce qui se passe en histoire, en archéologie, à la journée, j'ai un fil de nouvelles sur Twitter et sur Facebook qui s'appelle Historiophile. Donc, je publie en fait tout ce qui sort en histoire, en archéologie pour que les gens se tiennent à jour. C'est comme ma banque de données pour mon travail dans les médias aussi. C'est sûr que je suis avec Franco Nouveau tous les dimanches matins en chronique. Je vais être avec Stéphane Bureau tout l'été, le mercredi, sur la table scientifique aussi à Radio-Canada. Comme tu disais, j'ai un balado qui s'appelle L'Incroyable Histoire qui est plus pour les jeunes aussi. Là, c'est arrêté, mais je suis critique pour Lettres québécoises où je critique des essais historiques généralement là, pour chaque parution. Fait que tu sais, je suis partout. J'ai un compte Instagram, mais tu sais, je mets un peu d'histoire, mais mon compte Instagram, c'était pour protéger mon identité. Fait que disons que c'est plus ma vie bucolique de fille qui vit très creux en campagne et qui aime le thé. Ça ressemble à peu près à ça, qui élève un chien d'eau portugais. Excellent. Ça a été un énorme plaisir de t'avoir sur l'émission. Mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Evelyne Ferron, on a jasé de film.